Ok, bonsoir à tous. Je crois que je vais commencer un petit peu par raconter un petit peu nous pourquoi on est là aussi. Voilà, donc peut-être que vous le savez, mais Greenpeace est né en 1971 avant tout d'une campagne contre le nucléaire militaire, puisque à l'époque, en 71, 5-6 personnes un peu farfelues décident de prendre un vieux bateau pour aller s'opposer physiquement, pacifiquement aux essais nucléaires sur l'île d'Amchinka, en Alaska, là où les Américains faisaient leurs essais nucléaires. En fait, ce n'étaient pas les premiers à faire ça. Depuis très longtemps, les Quakers se manifestaient contre, et même ils allaient aussi, eux, sur place, mais personne n'en avait jamais entendu parler, parce que simplement, ils faisaient ça et que ce n'était pas transmis dans le public et personne ne savait. La grande nouveauté qu'a eu Greenpeace à cette époque, ça a été l'idée, évidemment, d'emmener un journaliste à bord du bateau pour que ça soit transmis à la population. Et puis l'idée aussi, c'est de faire des escales au long pour mobiliser les gens, pour informer les gens, les mobiliser tout au long pour cette campagne contre les essais nucléaires. Ils sont arrivés trop tard, mais finalement c'était un échec sur le fait que l'essai a eu lieu, mais c'était une victoire politique énorme, puisque tout le monde s'était mis à parler de cette notion de, s'ils appelaient ça, créer une vague de protestation, et ça a été la première grosse campagne internationale qui a démarré pour nous contre les essais nucléaires. Alors après, de manière très régulière, on a été présent sur la scène internationale. Alors évidemment, tout le monde se rappelle des grandes campagnes dans le Pacifique contre les essais à Mururoa, dans lequel évidemment, dès le début des années 80, et puis à nouveau dans les années 90, quand Chirac avait décidé de redémarrer les essais nucléaires, à nouveau, il y a eu de grosses confrontations dans le Pacifique, qui ont été évidemment beaucoup médiatisées. Et puis, voilà, régulièrement, lorsqu'il y a des occasions particulières, on est à nouveau présent sur le terrain. Je me rappelle par exemple de cette exportation de plutonium de qualité militaire américaine qui devait venir en France pour faire des tests à Cadarache et sur lequel on avait fait une très très grosse mobilisation à l'époque. Et on avait été avec l'Arctic Sunrise à l'île Longue parce qu'on avait voulu montrer justement ce lien entre donc le civil et le militaire. Personnellement, quand je suis devenu antinucléaire, quand j'ai commencé à militer, c'était en même temps que je commençais une carrière professionnelle où j'allais travailler pour les sous-marins nucléaires, ce que j'ai fait pendant 23 ans. Donc il y a beaucoup qui me posent la question, mais comment on peut vivre cette contradiction, cette incohérence ? Clairement, c'est compliqué, mais lorsqu'on est dans un endroit comme Cherbourg, tout naturellement, quand on a le père, les oncles, le grand-père, tout le monde travaille pour le nucléaire, ou pour le nucléaire militaire, ou pour les militaires, mais en tout état de cause, on était dans un système de mono-industrie, et clairement qui pose la question d'ailleurs de la mono-industrie et la manière dont on intègre la vie sociale d'un endroit par rapport à ses choix économiques et ses choix industriels. Et clairement là, évidemment, je trouve en même temps que le projet de construction de la centrale de Flamanville, c'était les premières manifestations contre Flamanville, et puis l'extension de l'usine de Lagnes, et qui était un gros sujet, puisque jusqu'alors, l'usine de Lagnes, c'était le CEA, c'était une entreprise d'État, et là, on allait faire une extension à des fins commerciales. C'est d'ailleurs la première fois qu'on se retrouvait ensemble sur des plateformes communes avec la CGT, le Parti communiste, le Parti socialiste, tout le monde était ensemble pour dire, écoutez, même le Parti communiste expliquant, nous sommes pro-nucléaire, mais on est contre l'extension de cette usine à des fins commerciales. C'est-à-dire qu'on allait passer sur quelque chose qui était totalement différent. Il y a eu des grandes grèves des syndicats de l'AG, soutenus par la population à l'époque, et finalement qui a abouti malheureusement à la privatisation et donc à l'arrivée de la Cogema, et puis qui est devenue après Areva et qui est maintenant Orano. Et tout ça pour dire que dans l'entreprise, les questions se posaient. À l'époque, on se rappelle d'une CFDT qui était autogestionnaire, qui était pour les droits de la femme, etc. Alors, bien évidemment, on s'aperçoit aujourd'hui que tout ça a évolué et pas dans le bon sens. C'est bien clair. Mais clairement, il y avait une intégration de cette question qu'on se posait finalement entre fabriquer des sous-marins nucléaires, avec des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. À l'époque, on avait construit le redoutable, on était à construire le terrible, et puis les modifications sur les sous-marins. Et clairement, il y avait ce questionnement permanent qui existait.
Et bon, à ce moment-là, j'ai continué de militer contre le nucléaire en même temps que j'étais dans ce travail. Et en pensant, sur conseil de mon père, de dire au moins tu es à l'intérieur, tu sais de quoi tu parles et tu peux aussi te battre de l'intérieur. Alors c'est vrai que à l'époque, on a travaillé avec les copains de Brest, avec les copains des différents syndicats, et l'idée c'était évidemment de parler de reconversion, de parler de comment on pourrait organiser les choses autrement. Les années ont passé et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, malheureusement, on est toujours dans une situation où finalement, non seulement on continue de construire ces sous-marins, mais en plus, on est rentré vraiment dans un jeu commercial, puisqu'on en a fabriqué pour l'Inde, pour le Pakistan, qui évidemment ont des risques évidents de servir. Et puis, on a ce contrat australien, etc. Donc, on voit bien qu'on est dans cette machine qui continue d'avancer. Mais pour vous dire, à l'époque, quand je suis devenu antinucléaire, finalement, la vraie raison, c'était finalement le fait que pour moi, il y avait une incompatibilité entre ce qui était en train de se développer et la démocratie. C'est-à-dire que mes premières raisons n'étaient pas environnementales. Mes premières raisons, ça a été parce qu'on instituait un système de société très centralisé, productiviste, et qui était un système dans lequel on était obligé de mettre des barbelés pour protéger la matière, dans lequel on contrôlait les gens. Il y avait un système policier qui arrivait avec le secret. Hein. On venait du secret militaire, mais on continuait avec le secret dans cette industrie. Et clairement, pour moi, il y avait, je sentais pour moi que c'était impossible d'accepter ce type de société qui, pour moi, ne pouvait pas être une société pacifique, qui était forcément un système de société qui était forcément policier. Pourquoi ? Parce que ces matières en elles-mêmes posaient le problème. Donc, après, bien évidemment, j'ai développé progressivement des arguments qui étaient beaucoup plus environnementaux, sur la sûreté, etc., et je continue de le faire. Mais clairement, la première motivation était clairement liée à ce que, pour moi, le nucléaire, et là je faisais aucune différence entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire, je voyais vraiment la même chose, en particulier l'usine de La Hague. Il faut se rappeler que les usines, elles s'appellent UP2 et UP3, et donc c'est c'était usine à plutonium. Hein. Alors maintenant, si vous voyez les dépliants, c'est marqué unité de production, ça fait plus propre, mais clairement c'était usine à plutonium. Donc c'était l'extraction du plutonium. Rappelons-nous que l'usine UP1 de Marcoule, la première, celle qui a été faite en France, était là pour extraire du plutonium uniquement pour les bombes. Hein. Les réacteurs de l'époque, hein, G1, G2 sur Marcoule, ou les réacteurs de Chinon, les premiers, n'étaient même pas branchés sur le secteur. Hein, ils ne fabriquaient pas d'électricité. C'était pour brûler de l'uranium, pour avoir la fabrication de plutonium dans les réacteurs qu'on allait extraire avec le retraitement. Donc clairement, pour moi, c'était impossible de faire une différence entre les deux. Clairement, il y avait, pour moi, la matière en elle-même était un risque de prolifération, était un risque d'utilisation à des fins militaires. Et à partir de là, pour moi, c'était vraiment incompatible. Pour en venir à Greenpeace aujourd'hui, clairement, on est en échec sur ces questions du désarmement. C'est un vrai problème. On essaye de relancer la machine. Mais de notre côté à nous, tout de suite, c'est compliqué. C'est compliqué parce que quand on a des bureaux à Pékin, des bureaux à Moscou, etc., les copains qui sont là-bas, il faut reconnaître qu'il y a bien des copains qui disent qu'on n'est pas en démocratie en France. Quand on regarde ce que les copains, eux, ils vivent à Moscou, ils vivent à Pékin, autant vous dire que des fois, on voit là où sont les différences, malgré tout. Hein. Et donc, c'est vrai que c'est compliqué dans une organisation internationale, une organisation mondiale comme celle-là, d'arriver à trouver des convergences de positions qui font que finalement on ne va pas mettre forcément en danger les copains dans certains endroits. Et qu'il faut, c'est très compliqué. Malgré tout, des fois on a pris le courage. Je veux dire, lorsque on a annoncé qu'on était de manière très très claire contre la guerre en Irak et qu'on a fait vraiment une grosse campagne contre la guerre en Irak, on a prouvé 800 000 adhérents aux États-Unis du jour au lendemain. Mais le bureau américain avait fait ce choix. On savait que c'était un risque considérable d'un point de vue des adhérents. Mais clairement, on a dit il faut avoir le courage de nos opinions et il faut aller jusqu'à. Alors voilà, c'était l'essentiel de ce que j'avais envie de vous dire ce soir. Avec Roland, on échangeait, on ne s'est jamais rencontrés encore. On disait qu'il faut absolument qu'on se reparle très très vite pour la suite, pour voir comment on peut aussi
relancer tout ça. Moi, je me rappelle des grands mouvements quand même en 95 où justement on était les uns à côté des autres avec le mouvement pour la paix et d'autres dans Paris à manifester où il y avait quand même des dizaines de milliers de personnes contre les essais nucléaires. Et c'est vrai qu'on peut rêver qu'on revienne à ça parce que c'est clair qu'on a une position qui est, le désarmement doit être quelque chose qui doit être une priorité internationale et c'est très important. Voilà, je sais qu'on va faire plutôt court maintenant parce que je pense que les organisateurs souhaitent au maximum d'interaction. D'accord. Bon, moi j'avais prévu de faire un petit peu long au départ, mais je peux raccourcir. Donc je m'appelle Roland Nivet, j'habite Rennes et donc je suis porte-parole national du Mouvement de la Paix. Donc moi j'ai rejoint le Mouvement de la Paix, je pense dans les années 81, je crois, 82. Je suis tombé sur un groupe d'étudiants dans l'université dans laquelle je salarié. J'ai été salarié de l'université de Rennes toute ma carrière et j'ai exercé les fonctions de directeur du service de la recherche et de transfert de technologie. Voilà. Et donc il distribuait un tract dans lequel il donnait le montant mondial des dépenses d'armement. Et là, c'est vrai que je suis tombé sur le cul parce que je ne m'imaginais pas qu'on pouvait dépenser tant pour les questions militaires. Voilà. Et donc, j'ai rejoint le Mouvement de la Paix. Donc, je vais vous présenter, moi, un peu le Mouvement de la Paix et en quoi notre stratégie aujourd'hui, ce pourquoi on lutte, est une stratégie de transition, puisqu'on a parlé de transition pacifiste, transition écologique et énergétique. On est là-dedans, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la paix peut rassembler plein de gens différents, mais pour y arriver, il y a besoin vraiment de transition, et avec la crise aujourd'hui, encore plus que jamais. Donc, le Mouvement de la Paix, vous le savez peut-être, est né après la Seconde Guerre mondiale, des mouvements de résistance, en gros sur 4 pieds idéologiques. Les marxistes, avec le Parti communiste à l'époque, étaient très forts. Ensuite, témoignage chrétien, c'est-à-dire ce qu'on appelait les chrétiens progressistes, l'Église protestante quasiment institutionnellement, et ce qu'on appelle les libres penseurs, c'est-à-dire Camus, Sartre, Beauvoir, etc., qui ont porté sur les fonds baptismaux. Et ces 4 courants-là se retrouvent encore à travers les comités, on retrouve un peu ces courants de pensée. Il y a encore quelques prêtres ouvriers qui sont responsables de comités, il y en avait beaucoup dans le nord et dans l'est. Bon. L'objectif, c'était plus jamais la guerre, et plus jamais Hiroshima et Nagasaki. Mais très vite, ça a été les guerres coloniales. Le Mouvement de la Paix a rassemblé en France contre la guerre d'Indochine, contre la guerre d'Algérie. Les gens connaissent peut-être des gens comme Henri Alleg, etc., qui ont fait partie de ce mouvement. Et on reste toujours avec cette vision de rassembler des gens qui peuvent avoir des conceptions de la société différentes et dans le respect mutuel, tout en connaissant nos diversités et nos différences, on travaille ensemble pour rassembler. Actuellement, le Mouvement de la Paix fait partie du réseau ICANN international qui a eu le prix Nobel de la paix en 2017. Et on a été les initiateurs en France de ce mouvement. Et aujourd'hui, on coordonne un mouvement qui s'appelle, comme vous un peu, mais En Marche pour la paix, qu'on a créé, qu'on a initié en 2015 après les attentats pour dire il faut se relever et de ne pas subir les attentats en baissant la tête. Et donc, on a des choses à en dire. Et on est à peu près 150 à 160 organisations, dont les principales organisations syndicales, la CGT, Solidaire, Sud, la FSU, et des organisations politiques, PC, les Verts, les France Insoumises, plus le CCFD, ATD Quart Monde, Secours catholique, qui ensemble avons écrit quelque chose qui s'intitule « Stop la guerre, stop les violences, stop la misère », auquel on a rajouté maintenant « Stop les armes nucléaires ». Voilà. Et donc, dans l'histoire de ce mouvement contre la guerre, contre les... Voilà. Mais une date importante, c'est 1999-2000, pour la première fois, les Nations Unies votent une résolution qui s'appelle « Résolution pour une culture de la paix », qui est un vrai projet dans lequel, après avoir étudié les conditions, pourquoi il y avait des guerres, qu'est-ce qu'il faut faire et sur quoi il faut bouger une fois qu'on a vu les causes pour aller vers la paix et comment agir. Et voilà. Et cette résolution nous a fait un peu changer et de passer de contre, on était contre et on est toujours contre quand il faut être contre, mais beaucoup plus dans un mouvement de construction d'alternatives et de transition. Parce que la résolution des Nations Unies prend les domaines, on y reviendra, mais dans tous les domaines, en disant si on veut construire la paix, aujourd'hui il faut des changements de paradigme dans plein de secteurs. Par exemple, j'en prends un qui n'était pas évident au départ, quand je militais pour la paix, c'était la place des femmes dans les sociétés. Il est clair, par tous les travaux qui ont été faits, que dans toutes les sociétés où les femmes n'ont pas leur place,
eh bien, ce ne sont pas des sociétés qui avancent aussi vite que les autres dans la voie de la non-violence et de société non-violence. La question du développement durable, la question donc de la démocratie participative, la question du respect de la diversité linguistique, culturelle, et le respect du multilatéralisme, un État égale un État, qu'il soit petit ou grand, chacun a la voix au chapitre. Et c'est le mélange de tout ça qui fait, et ensuite, comment on travaille ensemble. Voilà. Donc on utilise ça maintenant, et dans la situation actuelle, bon, pour nous, si on fait le bilan, parce que si on veut savoir, transition, c'est-à-dire d'où on part, où on veut aller, par quelle voie on veut y aller. Donc il faut quand même faire un petit peu la situation actuelle. Donc je ne voulais pas la faire rapidement. Pour nous, aujourd'hui, le défi climatique est quelque chose de fondamental. Il va falloir résoudre le problème et le résoudre dans la paix, par des procédés pacifiques. Sinon, on va dans le mur. Je reviens du Vietnam, il y a 2 ans, j'étais au Vietnam. J'ai vu l'inquiétude en Asie, à quel point elle est. Ils sont en train de construire des digues pour protéger les rizières. Donc, dans cette région en Inde, c'est des dizaines de millions de personnes qui, si ça continue, et ça va continuer dans un premier temps, qui vont devoir avoir bouger. Donc, on va avoir des frottements démographiques qui vont être extrêmes, qui vont impliquer des conflits, etc. La crise sanitaire en rajoute et révèle aussi à quel point il y a des efforts à faire sur les mentalités, etc. Et bien sûr, les défis économiques avec les inégalités sociales. Et encore aujourd'hui, à peu près 800 à 900 millions de personnes qui ne mangent pas leur faim. Les Nations Unies, l'UNICEF viennent de lancer des appels les semaines passées là, sur la famine en Madagascar, en Érythrée, et des appels en disant c'est des dizaines de millions de personnes qui vont subir de plein fouet la famine. Voilà. Donc, bon, ceci dit, il ne faut pas être trop pessimiste quand même, parce que j'ai fait ce discours sur la faim avec quelqu'un qui travaillait sur la faim, etc., qui m'a dit quand même, on n'est jamais moins mort de la guerre que maintenant. C'est-à-dire que la guerre, quand même, comme solution, bien sûr, il y a les guerres en Irak. Il y a eu 800 000 morts aujourd'hui. Puis la conséquence de l'Irak, c'est quand même tout le Moyen-Orient à feu et à sang, y compris la région subsaharienne, avec le terrorisme et les fondamentalismes violents. Bon, mais aujourd'hui, on est quand même... donc je participais ce matin à la conférence d'Hiroshima contre les bombes IH par visioconférence, où c'était justement la vague de la paix qui est lancée tous les ans maintenant par les survivants, où ces survivants disaient on est aujourd'hui à une situation où c'est vraiment l'avenir de l'humanité qui est en cause en tant que survie de l'humanité physique. Et donc, j'ai parlé de ça, un peu de tout ce que je voulais, mais en fait, on a un constat majeur depuis plusieurs siècles, on va dire ça comme ça. On est dans des logiques qui sont des logiques d'affrontement, des logiques de violence, des logiques de domination, que ce soit pour la révolution industrielle, la constitution du capitalisme ou aujourd'hui au niveau des multinationales. On est dans cette logique qui est une logique de violence au niveau économique, aussi une violence militaire avec, par exemple pour nous, on pourra en parler, mais l'OTAN qui représente un instrument militaire incroyable et complètement contraire au droit international, et puis ça implique des moyens de la violence. Aujourd'hui, en 20 ans, les dépenses mondiales d'armement ont doublé. Elles sont parties tenez-vous bien, de 1000 milliards de dollars en 2000. Aujourd'hui, l'an dernier, on était à 2000 milliards de dollars tous les ans pour les dépenses militaires. Et juste, je donnerai un petit chiffre que je pose quelquefois. Est-ce que vous savez quel est le budget des Nations Unies pour la paix? En gros, c'est 4 milliards par an. 4 milliards de dollars. Donc, vous voyez, on a raison d'être sévère avec les Nations Unies qui ont été largement instrumentalisées par les multinationales et surtout les grandes puissances, le G7, le G8 ou le G20 qui dominent ça. N'empêche que le chiffre, il est abyssal. Bon, voilà. Et donc, la guerre, la violence, et puis on a aussi devant nous, là, par exemple, l'Afghanistan. Là, les Américains, tout le monde s'en va d'Afghanistan, 30 ans de guerre. Et puis, qu'est-ce qui reste? Les talibans vont reprendre le pouvoir. S'il y a un échec plus patent, c'est celui-là. Donc, 800 000 morts en Irak, etc. Donc, les obstacles, c'est quoi? Les obstacles, c'est ça, c'est les logiques de puissance. Le lobby militaro-industriel. Je donne un exemple, c'est qui le dit dans son bouquin, un ministre de la Défense. Il va, parce que les choses ont quand même un peu changé, il va à Washington quand Mitterrand arrive au pouvoir et il dit la guerre des étoiles, on n'est pas d'accord. Bon, voilà, on n'est pas d'accord. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on est d'accord, par là. Et il va là-bas, il le dit, et il revient dans son bureau, et le lendemain qu'il est revenu à Paris, il a un coup de téléphone de Lagardère,
Lagardère, les missiliers, Matra et compagnie, qui lui dit, il raconte ça, qu'il laisse dans son bouquin, il dit, je regrette, mais hier ou avant-hier, vous étiez à Washington, vous n'avez vraiment pas défendu les intérêts de la France. Vous avez tous compris que c'était les intérêts de Lagardère. Et aujourd'hui, quand même savoir que 85% à peu près de la presse est aux mains du lobby militaro-industriel. Vous avez vu que les chaînes de télé, ils appartiennent à... Voilà. Et donc, on est dans cette situation. Moi, je parle de lobby médiatico-politico et étant issu de l'université, je dirais, scientifico-industrielle et militaire. Dans l'université où je travaille, 80%, c'était 400 personnes qui travaillaient à temps plein pour le militaire, quasiment dans l'électronique. Les mathématiciens, pareil. Les chimistes, pareil, sur la coque des sous-marins, les coques à fibre de carbone pour ne pas être détectables, c'était beaucoup de chimistes. Les algorithmes des matheux, c'était pour ne pas détecter, enfin pouvoir communiquer sans être détecté, etc. Y inclut les gens qui travaillent sur la résonance magnétique nucléaire, sur ce qui se passe dans les... Bon, je vous en passe, et des meilleurs, alors que, par exemple, le secteur de l'électronique médicale, il plafonnait à 50 chercheurs. Donc, c'est cette situation-là. Alors, je voulais parler après je pense qu'il y a quand même une stratégie qui est en train de se mettre en place au niveau mondial. Il y a des facteurs qui n'apparaissent pas forcément, mais qu'on a pu détecter dans les forums sociaux. Progressivement, il y a eu Gênes, on en parle un peu cette année de Gênes, c'est l'anniversaire de l'assassinat du gars, là. Mais j'étais à Dakar, j'étais à Tunis. On a bien vu progressivement que les citoyens se prennent en charge. C'est pour ça que on peut avoir des différences les uns les autres. Quand on voit les citoyens qui se mettent en place, c'est toujours réconfortant. Et donc, sur le désarmement nucléaire, on arrive quand même, il faut bien être conscient, aujourd'hui, le sondage qu'on a fait, nous, avec La Croix, le journal La Croix, et le Mouvement de la Paix, et notre mensuel Planète Paix, il y a 76% des Français qui disent qu'ils sont favorables au désarmement nucléaire. Et il y en a 68% qui sont pour que la France signe le traité d'interdiction des armes nucléaires. Je vais y venir. Donc, et au niveau mondial, on voit une alliance qui m'a été... Moi, je l'ai vu particulièrement, j'étais à New York, je crois, en 2010, pour manifester pour la prorogation du TNP, où quand même le secrétaire général des Nations Unies est venu parler, avant d'aller parler à l'Assemblée générale, aux assemblées où se trouvaient tous les mouvements de citoyens. On était 5-6 000 devant les Nations Unies à manifester. Et il a dit, vous les citoyens, vous êtes l'avenir de l'humanité en matière d'armes nucléaires. Alors peut-être démagogie, mais pas démagogie quand on sait qui était dans la salle. Il y avait la Confédération syndicale internationale, c'est tous les syndicats, par exemple français, sont à la CSI. Vous aviez la Croix-Rouge internationale, le Croissant-Rouge international, quasiment l'ensemble des églises. Vous avez les associations de parlementaires, des ONG, du monde entier. Donc, a fait un vrai front dont il faut bien prendre conscience qu'on représente vraiment la majorité. Et aujourd'hui, le TNP, il est signé par 183 États aux Nations Unies. Le TIAN, ça a été voté par 122 États. Il n'y a que 9 États, les 9 États qui possèdent l'arme nucléaire, qui bloquent tout, dont notre pays, qui est pire que tout. Puisque donc pour dire les succès qu'on a gagnés, je ne vais pas revenir, mais on a quand même gagné en 2017 le vote par l'Assemblée générale des Nations Unies d'un traité d'interdiction des armes nucléaires, qui est entré en vigueur le 22 janvier de cette année. Et qu'est-ce qu'a fait la France? Elle a fait une conférence de presse à New York avec l'ambassadrice des États-Unis pour dire tout le mal qu'elle pensait de ce traité et des négociations qui avaient lieu pour avoir. Donc, on a des résultats, et c'est dans ce cadre-là que nous, au niveau local aussi, on travaille à faire se rassembler les gens, d'où je disais tout à l'heure, le collectif En Marche pour la Paix. Et ce collectif, on est très différents, mais on a quand même réussi à écrire un bouquin de 250 pages qui s'appelle Livre blanc pour la paix, qui veut faire écho au livre blanc de la défense, qui a été écrit quasiment des mains du lobby militaro-industriel et ratifié ensuite par l'Assemblée nationale. Et ce livre blanc qui donne la perspective pour 6 ans, 10 ans et maintenant plus, puisque la ministre de la Défense vient de dire que les sous-marins qu'on construit à l'île Longue aujourd'hui, à raison de 7 milliards par an, c'est-à-dire 100 milliards tous les 15 ans. On a un traité d'interdiction des armes nucléaires, vous entendez bien quand même. Et puis pendant le même temps, la France double les crédits consacrés à l'arme nucléaire, et donc ça fait 100 milliards tous les 15 ans, pour remplacer tous les sous-marins nucléaires de l'île Longue, tous les missiles et toutes les bombes qu'il y a dessus. Et donc nous, on a écrit avec 40 organisations un livre blanc qui veut tracer une perspective de transition.
Et donc, pas simplement transition pacifique, parce que c'est transition pacifique, économique, sociale et aujourd'hui sanitaire. On est obligé de mettre tout dans le paquet. Et donc, comme on n'était pas tous d'accord sur certains trucs, il y a 50 pages à la fin où chacun donne une respiration pour dire en gros sur quel point sa spécificité. Et donc ça tourne autour de quoi? La prévention et la résolution des conflits, le désarmement et la fin du commerce des armes, le développement de la culture de la paix. J'espère que je vous ai essayé de vous faire comprendre la globalité des choses. En tant que pacifiste aujourd'hui, on n'est pas simplement contre la guerre, on est des constructeurs pour construire la paix et la transition climatique. Alors les urgences pour nous, en premier, bien sûr, il y a d'abord la menace nucléaire, parce qu'on a quand même aujourd'hui 14 000 bombes atomiques. Chacune représente 100 fois, parfois peuvent aller jusqu'à 1000 fois Hiroshima. Il fait quand même 10 kilotonnes seulement Hiroshima, 250 000 morts à Nagasaki. Bon. Donc les urgences, c'est d'abord les armes nucléaires, parce que c'est un acte politique qui dépend de l'homme, du politique tout de suite. Et la deuxième, qui est tout aussi importante, c'est l'urgence climatique, qui, elle, dépend aussi de décisions politiques humaines, mais qui est dans une cinétique qui est telle qu'elle va peut-être être pas si facile que ça à interrompre. Donc, voilà, moi je partage beaucoup, vous avez sûrement lu, je l'ai là, parce que c'est Aurélien Barraud, peut-être qu'il y en a qui ont lu ce livre d'Aurélien Barraud, Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité, et il y a quelques idées qu'il dit, je lui ai piqué. La responsabilité individuelle ne suffit plus, il faut que la loi intervienne, donc le politique. Il faut revenir dans les relations internationales à d'autres relations, non pas fondées sur la confrontation, mais sur la coopération. On voit bien avec le vaccin aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je me bats avec un collectif qui s'appelle Pas de profit sur la pandémie, 350 organisations au niveau européen. C'est pas possible. C'était déjà avec le sida. Le sida, les Africains, ils avaient le droit de crever parce qu'ils n'étaient pas capables de payer le traitement. Aujourd'hui, c'est le vaccin. On nous refait le coup. Voilà. Et donc, la loi du plus fort, ça ne marche pas. Il faut changer complètement de paradigme. Bon, et je pense qu'on peut gagner cette bataille parce qu'effectivement, il faut être optimiste quand même. L'obtention du TIAN pour la première fois, donc le TIAN, excusez-moi, le traité d'interdiction des armes nucléaires. Donc voilà, pour la première fois, toutes les armes de destruction massive sont interdites par des traités. C'est quand même quelque chose qui est le résultat de la bataille qu'on a pu mener, nous, depuis 1948 et d'autres. Voilà. Donc, bon, je vais arrêter là. Je disais quand même qu'il y a quelque chose qui s'est passé en matière de transition qui est extrêmement important, c'est la journée du 21 septembre 2019. Pour la première fois, tous les ans, nous, on manifestait pour la journée internationale de la paix. Bon, on se retrouvait surtout les syndicalistes, les féministes, les environnementalistes, enfin les écologistes, etc., le mouvement social. Et il y a eu la jeunesse qui a déboulé quand même, avec en mars 2019 les manifestations pour le climat, et le secrétaire général des Nations Unies qui déclare, 100 jours avant le 21 septembre, cette année, la journée internationale, ce sera agir pour la paix, agir pour le climat. Et je pense que cette journée-là, on a réussi à la faire avec nous, le mouvement de la paix, qui animions un peu ces marches avec le collectif et rejoindre les Youth for Peace, les jeunes pour le climat, et Citizens for Peace. Et on a fait à Paris une manifestation qui n'a pas duré trop longtemps parce qu'on a pris plein la gueule de grenades et compagnie. Mais dans toute la France, il y a eu des manifestations. Et pour la première fois, je crois, les climato-militants et les pacifistes se sont retrouvés ensemble. Et je crois que c'est bien qu'il faut qu'on continue ensemble. Alors, on a affaire à des problèmes énormes que je n'ai pas encore abordés, donc on abordera. C'est l'équation, je dirais, énergétique ou climatique, mais l'équation énergétique, c'est-à-dire il y a 20% simplement de la population, en gros, mondiale, qui consomme beaucoup plus que d'autres. Et il y a les 3/4 de l'humanité qui ne mangent pas trop, etc. Et cela, il va bien falloir qu'ils avancent. Et comment on va résoudre ça ? Ça nécessite des changements complets, je veux dire presque révolutionnaires dans la manière de faire, de travailler, de vivre. Et ça, c'est pas possible de l'imaginer, par exemple, pour nous, sans une autre répartition des richesses. Donc ça veut dire que le mouvement pacifiste, parce que c'est des conflits énormes qui sont en... Et donc l'arme nucléaire, par là-dessus,
parce qui prend des dimensions avec la cybersécurité énormes. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a 3 semaines ou il y a un mois, là, des gens sont arrivés dans le système de sécurité de l'armée, disons, l'armée américaine. Nucléaire. Bon, vous avez peut-être en tête aussi l'épisode de Petrov en Russie, où on est passé à ça d'une guerre totale nucléaire. C'est-à-dire que Petrov est un officier russe qui est à son QG, je ne sais plus en quelle année, c'est dans les années 80, par là. 80, oui. Et tout se met au rouge. Tout se met au rouge, il n'a plus qu'une chose, c'est appuyer sur un bouton pour dire à tout le monde, il faut se mettre, ça y est, ça démarre, les Américains ont lancé des armes nucléaires. Et le gars, il n'y a pas cru, parce que toute cette dissuasion de repose quand même sur des humains. Et à la fin, Giscard, quand il est parti, il a dit 10 ans après, enfin bon, la dissuasion, ça coûte, comme je vous ai dit, 100 milliards tous les 15 ans, mais j'aurais jamais pu appuyer sur le bouton. Donc ça repose sur des décisions humaines. Et le Petrov en question, il n'a pas appuyé non plus, il a attendu 10 minutes et on s'est aperçu que c'est un phénomène météorologique jamais vu, le rayonnement sur les missiles nucléaires américains en Alaska, qui ont ramené un écho électronique qui a été détecté comme étant une attaque. Bon, lui, il a été dégradé, condamné, parce que c'est un militaire, il ne respecte pas les ordres, et ensuite il a été honoré, etc. Mais on est passé à 5-6 fois, comme ça, y compris la bombe qui est tombée à côté de Washington, 5 systèmes de sécurité. Le dernier seulement ne s'est pas déclenché. Donc, bon, qui laisse et d'autres racontent tout ça. Donc, on est dans ce monde-là. Excusez-moi si j'étais un peu long, mais je pense que, justement, je disais, il faut que des mouvements comme Greenpeace, moi, je trouve qu'ils se sont éloignés un petit peu. Je pense à cet exemple, parce que je coordonnais un peu, pour le mouvement de la paix, la discussion en 2019, avec des collègues de Greenpeace, où on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur l'introduction du mot désarmement nucléaire dans l'appel commun de toutes les organisations qui manifestaient ensemble pour le climat et la paix. C'est comme ça, c'est des contradictions, ça ne veut pas dire que, voilà, c'est pas... Et c'est très bien. Merci en tout cas de nous avoir invités pour qu'on soit tous là en train d'en discuter. Merci. Comment on peut le mettre en œuvre? Oui. La question... Oui, tu veux prendre ta tête? Oui, la question... ce matin, je suis intervenu dans le colloque d'Hiroshima en posant une question. Parce que ce que je disais avec toi, Yannick, tout à l'heure, maintenant, on est obligé de faire des visios. Parce qu'on veut se parler, on a pris l'habitude. Hein, mais il va falloir quand même qu'on reprenne l'habitude du pavé un petit peu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 122 États qui sont pour le désarmement nucléaire. Derrière, comme je disais, il y a un front énorme. Bon, bien sûr, la question, c'est que... Bon, pourquoi je dis Hiroshima? Parce que j'ai dit les populations sont contre les armes nucléaires, et contre toutes les armes de destruction massive. Mais ils n'ont pas forcément conscience ou l'assurance que c'est leur action qui va changer. Ils voient bien le problème, ils sont pour la résolution par l'élimination, mais ils ne voient pas que ce sont eux-mêmes la solution. Les citoyens, de se mobiliser et de faire connaître, par exemple, on disait, comme avant la guerre en Irak, même si on ne l'a pas gagnée, cette bataille. Dans le monde entier, c'est... Il faut bien tous qu'on n'oublie jamais cette manifestation. Dans le monde entier, ça a tourné 24 heures de manifestation non à la guerre. Eh bien, il faut qu'on arrive, avec le mouvement contre les armes nucléaires, aux mêmes choses. Par exemple, une journée, le 26 septembre, journée internationale des Nations Unies pour l'élimination totale des armes nucléaires, à se mettre d'accord, soit les maires ou les parlementaires, ou Greenpeace, ou le mouvement de la paix, ou sortir du nucléaire. On doit quand même bien être d'accord de dire qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Et au niveau mondial, tous les réseaux se regrouper. Je pense que c'est la solution. Et puis le débat politique, ne pas faire passer les élections présidentielles, par exemple, sans qu'on continue des marches comme vous le faites, ou d'autres, pour mettre les pieds dans le plat sur ça, parce que personne ne veut en parler. Vous n'avez pas vu Ouest-France aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a pas un mot sur Hiroshima. Incroyable, c'est la première fois que je vois ça. Pas un mot. Bon. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Il y a eu l'exemple aussi, la fin des essais nucléaires, quand Chirac a voulu reprendre.
C'est la mobilisation mondiale qui a fait que Chirac a dit bon bah on va en faire encore un, mais on arrête là. Bon, parce qu'il était parti pour en faire toute une série. Mais rappelons-nous à l'époque la sensibilisation où on a fini par les boycotts des vins français, etc., par la Nouvelle-Zélande, voilà. Et on voit bien que à cette époque-là, clairement, le gouvernement français a fléchi. Il a fléchi devant la mobilisation en France, les milliers de personnes qui défilaient à Paris. On a défilé quand même un paquet de fois. Je me rappelle le 1er septembre 2005, où, je ne me rappelle plus les chiffres, mais c'était des dizaines de milliers de personnes qui étaient à Paris. Et puis, on a... 95 pour les essais. 95. Non, mais la reprise, en 2005. 95. Tu confonds avec... Oui, mais c'est pas grave. La reprise des essais par Chirac. Non, 95. Là, je suis sûr de là. 95, parce que on a fait une manifestation. Je suis à côté de la... Non, mais je me rends plus compte des années qui passent. Voilà, non, mais je suis un peu comme ça, mais celle-là, parce que... Je me rends plus compte des années qui passent. On était 20 000 devant la base de sous-marins nucléaires de l'île. Oui, non, mais c'est sûr. Et on était tellement qu'on avait prévu d'être 5 000 et qu'on était débordés totalement. Non, mais c'est sûr que c'est 95, absolument sûr. C'est tout à fait, vous avez raison. Et donc, c'était juste pour dire, voilà, la mobilisation à ce moment-là, c'est parce que, bon, il y a eu évidemment la présence de bateaux de Greenpeace sur l'atoll pour sensibiliser avec des actions militantes, mais derrière, c'est bien du mouvement citoyen qui a pris le relais, en particulier évidemment les pays des îles du Pacifique, et la Nouvelle-Zélande, etc., mais qu'on est arrivé à des stades de boycott des produits français. Et c'est quand même ce qui a fait fléchir le gouvernement à l'époque. Et c'est tout à fait 95. Oui. Mais moi, je suis un peu comme ça. Alors, c'est peut-être plutôt à toi de répondre sur... Enfin bon, sur le nucléaire civil, nous, en tant que mouvement de la paix, par exemple, on est un mouvement pacifiste pour la paix, on est contre les armes nucléaires. Il y a chez nous des gens qui militent à sortir du nucléaire, à d'autres mouvements, mais en tant que mouvement, on n'a pas pris de position sur le désarmement nucléaire, sur le nucléaire civil, sauf à dire que les crédits qui sont consacrés aux armes nucléaires devraient être reconvertis dans des dépenses utiles pour la société. On dit l'éducation, la santé, mais aussi sur la transition écologique et la diversification des sources d'énergie et des énergies alternatives. Maintenant, il y a une question qui se pose, et ce n'est pas moi qui vais la résoudre aujourd'hui. Je disais, je ne sais pas, oui, c'est ça, je lisais là, c'est... comment il s'appelle, Patrick Moore, voilà, un créateur de Greenpeace, qui était avec le bateau, alors avant Mururoa des années tout début. Hein, il a fait la campagne d'Amchica. Voilà. Et qui, lui, aujourd'hui, dit on ne peut pas gérer la transition énergétique sans faire appel au nucléaire. Il dit aussi qu'on ne peut pas sauver l'agriculture sans les OGM, etc. C'est pour vous dire juste quand même... Il y a débat. Je veux dire, il y a débat. Et donc, moi, je ne suis pas là-dedans... si on peut trouver les énergies les moins polluantes, il y en a une liste, hein, que ce soit le solaire, que ce soit en Bretagne où nous, on a la mer, l'utilisation de la force marémotrice pour trouver quand même des solutions. Mais il y en a plein, il faut qu'il y ait débat et il faut surtout qu'il y ait des moyens qui soient mis en place pour y arriver. Bon. Avec le critère important, que je redisais à l'autre réunion publique qu'on a déjà eu l'occasion de faire l'autre jour, c'est de dire qu'il faut se rappeler qu'il ne faut pas mélanger la production d'électricité et la question énergétique au niveau mondial. Hein, le nucléaire, en termes énergétiques au niveau mondial, c'est que 4,2%. Donc, c'est clair qu'avec 440 réacteurs, on ne fait que 4,2%. Clairement, si on veut sauver le climat demain, ce n'est pas par là que ça passera. Je veux dire, notre problème, et à ce moment-là, il faudrait, pour avoir un quelconque effet, construire très rapidement des centaines de réacteurs dont on sait qu'aujourd'hui, personne n'en a les moyens ni économiques ni industriels. Donc clairement, le nucléaire, pour nous,
Alors après, comme on dit, on a chacun des opinions, mais nous, c'est trop tard et trop cher. C'est-à-dire que c'est beaucoup trop long à développer, c'est beaucoup trop cher, et aujourd'hui, il ne faut pas se planter sur les choix qu'on va faire dans l'avenir. Donc clairement, pour nous, si on veut traiter la question climatique, il faudra, et là on sera tous d'accord, je suppose, c'est traiter aussi la question sociale qui vient derrière, par rapport à, par exemple, l'isolation des bâtiments, etc., par rapport à la méthode de déplacement urbain, etc., etc. Notre problème climatique, il est avant tout sur le chauffage et sur le déplacement, sur le transport. C'est clairement les deux critères sur lesquels on peut agir. Évidemment, le premier, et on sera tous d'accord là-dessus, ce sera sobriété, efficacité. C'est clair que c'est la première chose à faire, parce que alors, quel que soit le type d'énergie qu'on choisit derrière, si on ne commence pas par ça, c'est foutu, de toute façon. Donc, il va falloir commencer par efficacité et sobriété. Et là, on peut faire des efforts considérables sans vraiment retomber dans une espèce de truc de retour à la bougie, etc. C'est pas du tout ça. C'est qu'il y a moyen d'être très intelligent sur la manière de faire l'efficacité et la sobriété. Et puis derrière, il faut un plan de développement extrêmement important du renouvelable. Et là, c'est clair que là aussi, il y a un enjeu industriel, un enjeu économique, puisqu'on sait que c'est ce qui aujourd'hui peut créer le plus d'emplois, le plus de travail et de capacité de développement dans certaines régions, etc. Donc, efficacité, sobriété, diversification, ça c'est clair qu'il va falloir imaginer une solution qui serait, on va tout faire avec du solaire, on va tout faire avec de l'éolien, etc. C'est voué à l'échec par avance. Et puis, une chose qui a été dite tout à l'heure et qu'évidemment on partage aussi, c'est repartir des citoyens. C'est indispensable qu'on reparte des citoyens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer des parcs offshore sans parler avec les pêcheurs, on ne peut pas imaginer des développements d'éoliennes à terre sans parler avec les agriculteurs. Donc c'est aussi la question du type de société, la question du type d'agriculture qu'on va choisir demain qui va conditionner cela. Et c'est pour ça que, alors nous, on a une position très claire, c'est qu'on pense qu'on ne peut pas dissocier le nucléaire militaire du nucléaire civil d'un point de vue structurel en France. D'ailleurs, quand on voit le discours encore de Macron au Creusot il y a quelques mois encore, on voit bien que finalement, il y a une espèce de mélange entre l'identité française, la grandeur de la France, et l'industrie nucléaire. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de truc qui est là, que ça ferait partie de notre histoire, de notre identité. Alors, on se rappelle les années de Gaulle, dans lesquelles il y avait être indépendant des Américains, la force de dissuasion, la défense nationale, et on allait faire des réacteurs qui allaient produire ce plutonium et fournir de l'électricité. Et c'est vrai que, heureusement, je pense que dans la tête de beaucoup de gens, ce débat, il a lieu. Tout le monde s'interroge. Alors en même temps, les sirènes du mouvement climatique pourraient dire, après tout, si le nucléaire peut faire partie de la solution, prenons-le quand même. Bon. La réalité, c'est que nous, on est persuadés que c'est ce qui ferait obstacle au système de développement d'énergie renouvelable. Voilà. Après, je sais que les débats, ils ont lieu partout, et tant mieux. On sait que du côté des gens du Parti communiste et de la CGT, qui étaient sur un système productiviste et centraliste dans les années 80, il y a des vraies discussions. On l'a vu au sein de la France Insoumise, on le voit partout. Il y a des vraies discussions où il y a des copains un peu partout qui se posent des questions sur quel choix de société on va faire demain et quel type d'énergie on va choisir. Moi, je pense que le problème que je vois, moi, dans le nucléaire, qu'il soit militaire ou civil, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pour moi, c'est le système que ça impose. On est obligé de contrôler les gens qui vont aller dans les centrales nucléaires, on est obligé d'avoir des barbelés, on est obligé d'avoir du secret pour maintenir ce système. Et pour moi, je pense qu'il protège indirectement la partie militaire par le fait qu'il y a cette structure civile qui est à côté. Donc ça passe par une transition globale. Après, la question, évidemment, c'est est-ce qu'on sort du nucléaire demain matin, est-ce qu'on sort dans 10 ans, dans 30 ans, etc. On ne va pas entamer ce débat qui, à mon avis, est relativement stérile, parce qu'après, c'est une question de volonté et une question... voilà, on peut avoir des scénarios plus ou moins brutaux, plus ou moins radicaux. La question, elle est comment tout cela peut prendre un minimum d'harmonie dans la progression. C'est-à-dire comment on va pouvoir révolutionner ce système énergétique en même temps que, de fait, on va aussi avoir un respect des terres agricoles et pas faire n'importe quoi. Voilà, on en parlait tout à l'heure encore par rapport à la méthanisation. Nous, on n'est pas opposés à la méthanisation lorsqu'elle est adaptée à certaines formes agricoles. Maintenant, si c'est pour transformer ça à nouveau dans des grands systèmes industriels, ça repose le même problème que si on fait des énormes centrales à certains endroits. Voilà. Donc diversification, décentralisation et associer les citoyens. Absolument, c'est indispensable, quelle que soit la manière qu'on choisira d'énergie demain.
Donc, je voudrais intervenir un petit peu là-dessus aussi. Je crois qu'il faut qu'on fasse... on est dans une situation face à la pandémie, la crise climatique, la crise économique qui arrive, où il faut mettre vraiment toutes les questions sur la table clairement. La relation entre le nucléaire civil et militaire, pour moi, il y a deux choses qu'il faut distinguer. Est-ce qu'on est obligé d'avoir des centrales nucléaires pour fabriquer des bombes atomiques? Non. Les bombes atomiques, les premières bombes atomiques, elles ont été faites aux États-Unis avant Hiroshima. Il n'y avait pas de centrale nucléaire. Les militaires ont leur propre moyen de séparer, d'enrichir l'uranium ou de faire du plutonium. En France, on a des réserves. Et il y a des pays qui ont de l'arme atomique sans avoir de centrale nucléaire. Et donc, je crois qu'il faut distinguer ça. Parce que si on ne le distingue pas, parce que la question énergétique est une question à part. Et qui n'est pas, pour moi, la même que la question du nucléaire militaire. On peut faire des bombes atomiques sans avoir de centrale nucléaire. Avec de l'uranium enrichi. Oui, bien sûr, mais pas, on peut, pas, mais, pas mais, avec bien le sûr, plutonium. bien sûr, mais on peut aussi avoir, c'est la question, par exemple, avec Plutonium, faut arrêter. oui, voilà, mais les militaires peuvent avoir leur propre matériel, ou ils peuvent avoir avec de l'uranium, parce que les Iraniens, la question avec les Iraniens aujourd'hui, c'est qu'avec leurs centrifugeuses, la question c'est qu'ils disent c'est pour faire du nucléaire civil, mais ils peuvent aussi très bien dérouter tout de suite sur le militaire. Comme quoi, on voit bien l'interaction entre les bien deux. Sûr, c'est l'atome. Hein. Donc, on peut aussi dire que chacun, on a dans notre famille des gens qui sont soignés grâce aux isotopes, il n'y a pas une famille où quelqu'un n'a pas été soigné d'un cancer du sang, etc., grâce à cette technologie. Les technologies, elles sont duales. Donc, je crois qu'il faut distinguer. Et là, il n'y a pas besoin non plus de Parce réacteur. qu'on va à l'échec total, à mon avis, si on ne fait pas la distinction. C'est-à-dire que la question de l'énergie est une question à part. La question des armes nucléaires, c'est pas pareil. On fait des armes qui, demain, si on a une qui tombe sur Paris, même, maintenant je vous dis, il fait 100 fois, 1000 fois Hiroshima, tous les scientifiques sont d'accord que l'utilisation d'à peu près 10% des armes nucléaires, c'est ce qu'on appelle l'hiver nucléaire. Ah ouais. L'hiver nucléaire, c'est moins 40 degrés en Arabie Saoudite. C'est-à-dire, c'est la fin de la vie sur Terre. Ça, bon, vous allez sur notre site, il y a un film qui s'appelle L'Holocauste nucléaire. Il a été fait par les Ehrlich, etc. C'est des collaborateurs de Greenpeace à l'époque qui ont fait des études scientifiques là-dessus. Ils sont d'accord avec ça. Donc, cette question-là, c'est fabriquer des armes nucléaires, c'est fabriquer des armes pour tuer des millions d'innocents avec la volonté de les tuer. Point. Pour des raisons de puissance ou de je sais quoi, par hasard ou par volonté. Donc actuellement, par exemple, dans nos amis, on a un ancien général qui est en train de porter plainte contre la France. Mais au pénal, parce que comme le disait Jean Rostand ou Théodore Monod, préparer un crime, c'est déjà un crime. Donc lui, il est ancien militaire, et il a dit « je porte plainte parce que la France ne respecte pas ses engagements au terme du TNP ». On n'est pas dans la même chose. La France a pris des engagements. Article 6 du traité de non-prolifération, je m'engage à agir délibérément pour l'élimination totale des armes nucléaires sous un contrôle international. C'est ça l'engagement de la France. Ça fait donc 50 ans ou 60 ans. Et là, avec la déclaration de la ministre, on s'en va jusqu'à, elle a dit, presque à la fin du siècle, hein, avec des sous-marins nucléaires. Donc ça, on peut le traiter à part. Il y a des traités, la France est engagée, elle doit respecter ces traités. C'est pas possible aujourd'hui qu'un pays, la France, on a 60 millions d'habitants. Il nous faut donc combien on en a de bombes atomiques? 300 à 350 bombes atomiques. Ben pourquoi l'Iran, c'est un peuple tout aussi respectable que nous. Donc il va dire, moi, si vous avez besoin de bombes atomiques. Donc ça, on peut le régler politiquement tout de suite, ça peut être réglé. Et ça, c'est... Et après, le problème de l'énergie reste entier. Est-ce qu'il faut intégrer une partie de nucléaire civil dans la solution? Moi, c'est pas moi qui vais aujourd'hui dire la solution. Je constate simplement que je fais assez confiance au GIEC et que le GIEC aujourd'hui, il a fait 5 scénarios de sortie de la crise pour confronter. Et dans chaque des scénarios, il garde une partie du nucléaire. Il y a des scénarios sans nucléaire. Enfin, il y en a au moins 2 ou 3 qui sont avec le nucléaire. Non, mais oui. Donc, mais tu viens de le dire, il y en a 5. Je veux dire par là, comme tu le dis, il y en a 5, il y en a 2 qui n'ont pas de nucléaire du tout. Qu'on se comprenne bien, je ne dis pas qu'ils ont raison. Je dis que moi, je ne suis pas scientifique, mais que les gens du GIEC, comme notre ami René, là, Jouzel, sont des gens quand même auxquels... Et
ils ne disent pas non totalement au nucléaire comme une des solutions. Donc c'est un des grands problèmes qu'on ne va pas résoudre aujourd'hui, qu'il faut vraiment foutre sur la table et discuter avec tout ce qu'on a dit sur les sources d'énergie qui sont multiples. Et le progrès scientifique, on voit bien quand même que quand on cherche, quand on met les moyens, on arrive à trouver des solutions. Et donc, si on ne met pas les moyens sur les énergies renouvelables, on n'aura pas les solutions qu'il nous faut pour ça. Donc, je pense que c'est ça la grosse question. Il faut que le lobby, tous les lobbies, ce soit vraiment les citoyens et les scientifiques, parce que c'est quand même des scientifiques honnêtes, qui se mettent autour de la table pour qu'on trouve les solutions, parce que on va vers, pas nous peut-être, parce qu'on ne sera peut-être pas là, mais les 2 ou 3 générations, ou à la fin du siècle, vont vers des choses qui vont pas être apocalyptiques, mais il faut quand même être réaliste. Est-ce que je peux juste reprendre la parole pour Oui. juste rappeler quand même que RTE, l'IAE, l'ADEME et Negawatt ont quand même disent que des sorties du nucléaire au niveau énergétique sont possibles. Véronique, tu voulais poser une question? Enfin, comme tu as vu, on peut avoir des avis, on va dire, nuancés sur la question. Ça ne veut pas dire qu'on est en désaccord, on dit juste qu'on a des nuances sur la manière de voir les choses. C'est vrai que moi, je suis intimement convaincu du lien. Voilà. Après, d'un point de vue strictement technique, ce qui a été dit tout à l'heure par Roland est totalement exact. On peut parfaitement avoir un programme nucléaire militaire sans programme civil. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir, comme le fait l'Iran, de l'enrichissement avec des centrifugeuses, qui est le même système que ce qu'on utilise pour enrichir pour les centrales nucléaires, en France maintenant, à Pyralate. Et on peut très bien avoir ça pour faire de l'uranium enrichi, pour faire une bombe type Hiroshima, ou alors on prend un petit réacteur militaire et on brûle de l'uranium pour faire du plutonium, et à ce moment-là, ça peut être des militaires qui gèrent ce truc. Et si on regarde la réalité française d'aujourd'hui, il est exact que le stock de plutonium lié aux établissements de l'AG et au cycle, entre guillemets, civil, ne participe pas à la vie militaire. C'est une réalité. C'est pour rester tout à fait honnête sur les choses. C'est une réalité. C'est-à-dire que le stock aujourd'hui de plutonium qui sont dans les bombes qui sont à l'île Longue, sur les sous-marins en particulier, elles perdent de leur qualité par la fabrication d'américium. C'est-à-dire que le plutonium se dégrade et on a de l'américium 241 qui se crée dans la bombe. Mais comme on sait désaméricioniser, on renvoie ces têtes à côté de Dijon, à Val-Duc, et on retire cet américium 241, ce qui fait qu'on a un stock qui tourne. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'extraction de plutonium en France, déjà depuis un bon bout de temps. Voilà. Donc ce qui est seulement prévu, c'est qu'au cas où il y aurait utilisation, mais ce serait dans un cas extrême évidemment, s'il y avait utilisation d'une partie de ces bombes, c'est l'établissement Renault de La Hague, qui lui extrait du plutonium tous les jours. On en a 64 tonnes. On se rappelle, Nagasaki, c'est 9 kilos. On en a 64 tonnes sur les étagères de La Hague aujourd'hui.
Toutes les semaines, on a des camions avec 150 kilos de plutonium par camion, donc 300 kilos de plutonium, qui partent de La Hague pour aller à Marcoule. On ne traite pas de l'idée que ça pose là aussi un vrai sujet. C'est-à-dire que ce plutonium, 150 kilos par camion, tous les lundis matins, ça passe à côté, puisqu'ils prenaient le viaduc de Calix jusqu'à ce qu'on leur dise que sûrement que ça ne supporterait pas la chute, surtout dans les cuves qu'il y a juste en dessous. Donc là, ils ont décidé, maintenant ils passent par le sud de Caen, mais ça ne change rien. Mais tout ça pour vous dire que, de fait, ce plutonium militaire, aujourd'hui, il tourne en boucle. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on pourrait, d'un point de vue strictement technique, séparer les deux questions. Strictement technique. On n'a pas la même opinion sur la question, on va dire, morale et la question énergétique. Maintenant, sur la question technique, il est vrai qu'aujourd'hui, on peut imaginer un système militaire, qu'on supprimerait un système militaire, sans qu'il y ait de conséquences de l'un sur l'autre. D'ailleurs, je reprends l'exemple quand même les premières bombes atomiques ont été faites, il n'y avait pas de centrale. Je pense qu'il faut, distinguer les choses. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de gagner. Il faut bien être conscient de ça, même si les gens ils descendent par la rue. C'est la question que je posais ce matin à Hiroshima. C'est que, justement, les gens n'ont pas la conscience claire qu'ils sont la solution. Donc, ils ne descendent pas dans la rue. Parce qu'ils ont l'impression que le militaire, ça fait partie quand même de choses que, c'est un peu compliqué d'intervenir. C'est du domaine du secret, de la puissance de l'État, du chef d'État. Qu'est-ce que moi, Pékin de Rennes ou de Quimper, je vais pouvoir faire ? Eh bien si, c'est ça qui peut faire débloquer les choses. Et donc je pense qu'on est en train de gagner avec difficulté. On a quand même fait une avancée avec le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Pourquoi on a fait une avancée ? Jusqu'à maintenant, le désarmement nucléaire se négociait à Genève. Donc, le traité de non-prolifération nucléaire, article 6, prévoit l'élimination des armes nucléaires. Il y a quand même une diminution, parce qu'on était à 60 000, avec les accords Reagan-Gorbatchev, les accords SALT de limitation des armes stratégiques, on est arrivé à peu près à 12 000, 13 000 armes nucléaires aujourd'hui. Donc 7, 8 000, plus que ça, mais il y en a 8 000 aux États-Unis, à peu près la même chose en Russie, et puis la France et tout ça, c'est un peu négligeable, quoi. Enfin, c'est pas négligeable, c'est 300. Et on a même assisté dans les dernières années au fait que, avec les accords avec la Russie, je ne sais plus, je crois que c'est 300 tonnes de matière fissile, d'uranium des bombes atomiques russes ont été rétrocédées aux Américains dans les accords de désarmement. Voilà, ça c'est déjà mieux quand même. On traite les bombes atomiques russes chez les États-Unis pour faire de l'énergie. Et l'autre exemple, c'est quand même l'Afrique du Sud qui a arrêté son programme et qui est maintenant, tout en restant dans la technologie atomique, est devenu un des spécialistes mondiaux des radioisotopes et il est devenu, d'après ce que j'ai compris, l'Afrique du Sud, le plus grand producteur d'isotopes médicaux qui permettent l'imagerie médicale. Donc, mais on est en train de gagner. Je veux dire, on est en train de gagner. Le front, il existe. Quand vous avez aux Nations Unies les syndicats, les églises, les mouvements écologiques, les mouvements féministes, tout ça qui sont ensemble pour dire les armes nucléaires, on n'en veut pas. Et qu'il n'y a devant nous que 9 États. La question, c'est de trouver les moyens de mobiliser. Ça, on peut le gagner. L'autre question, moi, je n'ai pas d'avis, franchement, parce que je ne suis pas spécialiste. Je ne peux pas vous dire si aujourd'hui, face à la transition écologique, quelle est, mais je regarde. Et j'écoute, c'est pour ça que je dis que même avec des gens qui étaient à Greenpeace et qui ont été des leaders de Greenpeace, il y en a qui se posent la question. Je dis simplement, ils se posent la question. Au sein du GIEC, il y a des gens qui se posent la question. Mais c'est deux problèmes différents. La question de l'arme nucléaire, elle est là pour tuer, pour détruire, et on ne sait même pas si on en ressortira. L'autre, c'est comment on trouve la meilleure solution, ce que disait Yannick, entre les nombreuses sources d'énergie qui sont renouvelables, qui sont possibles, qui sont des alternatives. Et là, je dis, il faut le débat. Il faut le débat et pas... voilà. Tu vois, tu citais l'Afrique du Sud, par exemple. Ils ont décidé de surtout pas construire les 12 EPR qui étaient prévus. Oui. Par exemple. Oui. Je vais poser une question simpliste, mais derrière, il y a tout problème de dissuasion. Pour relancer le débat sur le strictement militaire. Oui. Si vous étiez candidat à la présidence de la République, par exemple, est-ce que vous proposeriez le désarmement unilatéral immédiat de la France ?
Un désarmement unilatéral, mais alors c'est là justement, on vient d'envoyer aujourd'hui même aux 925 parlementaires que compte la France un dossier complet qui a été élaboré avec quand même beaucoup de professionnels de la question pour contester, parce que c'était le 7 juillet, c'était l'anniversaire du vote aux Nations Unies du traité d'interdiction des armes nucléaires. Donc il y a eu, je crois que c'est 700 personnes qui ont envoyé des lettres aux parlementaires. Et la réponse, elle vient toujours la même. On a l'impression que ce sont des perroquets. Et il y a même un député qui dit « Vous nous avez posé la question, mais avant, j'ai demandé au ministre de la Défense qui m'a répondu ceci, cela, et je suis d'accord. » Alors on dit « Mais à quoi sert un député ?» Alors on leur répond, 6 pages, en leur disant « On n'attend pas ça des députés. » D'un député, en sa conscience, il doit avoir quand même... Et donc, on aborde frontalement cette question de la dissuasion. Et Le Drian, parce qu'on a manifesté, nous, le 20 janvier aux portes de l'Assemblée nationale, et on a réussi quelques députés. Bon, il y a eu les Verts et il y a eu les communistes qui nous ont soutenus. Et le lendemain, il y avait quand même la question qui a été posée à Le Drian sur le Tian. Pourquoi vous ne... Et alors Le Drian a dit, on est contre des mesures unilatérales. Mais qu'est-ce que c'est que des mesures unilatérales? C'est des mesures qui sont discutées avec personne. L'arrêt des essais nucléaires français, il a discuté avec personne. Tout ce que les mesures dont la France, la fermeture d'Albion, il a discuté avec personne, ils ont fait tout seuls. En gros, Albion, ça ne servait plus à rien dans leur conception parce que les trucs, ils étaient visibles et on pouvait les bombarder de n'importe où. Mais la France n'a fait que prendre des décisions unilatérales. D'ailleurs, elle n'a pas envie de discuter avec les autres. Mais elle peut faire une chose aujourd'hui très simple. Avant, il y a 5 ans, en gros, 3 ans, 4 ans, oui, depuis le nouveau gouvernement, donc c'est depuis 5 ans, la France dépensait 3,5 milliards d'argent pour les armes nucléaires. On est passé à 7 milliards, en gros, pour la modernisation, pour changer les sous-marins. Il pourrait dire, la France, tout de suite, demain matin, j'arrête les programmes de modernisation, on a la crise climatique, on a la crise sanitaire, on a la crise économique qui arrive, l'endettement, la dette, on arrête tout ça, parce qu'on en a déjà 300, c'est bon, on arrête et on discute, mais ça aurait un retentissement au niveau mondial si la France disait ça, mais bien sûr qu'il faut arrêter ça, parce que ça ne sert à rien. Ça empêchait quelle guerre? Les armes nucléaires, ça empêche. En plus, ça repose sur un truc qui est indémontrable. On dit que parce qu'il y a des armes atomiques, il y a moins de guerre, mais vous avez vu qu'il y en a un peu moins, mais ce n'est pas forcément pour ça. Là. C'est parce que ça n'aboutit à rien du tout. La sécurité, soi-disant apportée par les armes nucléaires, où elle est? Les attentats, ils sont au cœur de Paris. À quoi ça sert les armes atomiques contre les attentats et des choses comme ça? C'est beaucoup plus profond ce qui se passe. Donc oui, il faut arrêter tout ça. Ça sert, à mon avis, ça ne sert à rien pour quelqu'un qui a vraiment en tête la sécurité. Et ben, je reprends l'exemple de Giscard, qui s'en va, et qui dit, 10 ans après, il dit, de toute façon, je n'aurais jamais appuyé sur le bouton. Donc tout ça ne sert à rien, sauf peut-être au lobby militaro-industriel qui engrange tranquillement les profits sans aucune discussion. Il n'y a pas de marché, il n'y a pas de mise en concurrence, etc. Voilà, donc ce lobby militaro, il est capable de vouloir nous imposer n'importe quoi. Et je dis que nous, en tant que mouvement de la paix, on n'est pas contre l'existence d'outils militaires pour la sécurité du pays. Mais on demande actuellement la diminution tout de suite de 50% au niveau mondial et en France des dépenses militaires. On est passé, vous vous rendez compte, de 2 000 milliards, de 1 000 milliards à 2 000 milliards. Un seul missile de ceux de l'île Longue, donc il y en a 60 et quelques, un seul missile coûte 150 millions d'euros d'après l'usine Nouvelle. Un seul missile. Il y en a 60. On va tous les changer. Avec chacun 8 à 10 bombes atomiques qui ont leur trajectoire individuelle. Une bombe atomique va aller par là, l'autre va par là. On peut faire 100 millions là, 200 millions de morts ici et là. Mais le monde est devenu fou. Et la crise, quelque part, aujourd'hui, il remet les choses à sa place. Avec un virus, et tac, voilà le monde qui est à plat. On ne peut plus aller au boulot, on reste enfermé, etc. Il y a autre chose à faire que... Enfin, franchement, voilà. Donc c'est pour ça que je veux distinguer les deux. Il y en a un où c'est clair pour moi. C'est clair. Et l'autre, il faut trouver la solution. Et puis, il faut distinguer encore peut-être quand même l'utilisation de l'atome à des fins médicales, qui est une autre chose, et l'énergie qui présente des risques qu'il faut quand même voir en face. Pour moi, tout est dans les mains de la Russie. Est-ce que ces mots de guerre préventive du FPR?
Mais alors, pourquoi contre la Russie? Parce que, là, il y a combien, par exemple, je prenais Ouest France, où je commandais manipuler un peu, hein, je n'aurais aucune sympathie particulière pour Poutine et son régime, mais Ouest France fait un article sur les menaces. Alors, et il fait l'autre jour, Ouest France fait un article sur les menaces. Il dit, les États-Unis, c'est vrai, hein, quand même, 780 milliards budget militaire hein, d'une année, les États-Unis, 780 milliards de dollars. Bon, après, il dit la Russie. Alors, la Russie, ça doit être dans les 70 ou 80 milliards. Mais ils n'ont pas mis... Et la Chine, je crois que c'est 220 quelques milliards, et c'est en augmentation. Mais il n'y a jamais le nombre d'habitants, par exemple. Je ne dis pas qu'ils sont obligés d'augmenter leur budget militaire parce qu'ils sont plus nombreux, mais il aurait pu mettre quand même le budget de la France, le nombre d'habitants, et le montant des dépenses militaires de la France eu égard à la population, et en particulier l'augmentation comment on dit déjà exponentielle, pardon, c'est plus facile, exponentielle des dépenses consacrées aux armes nucléaires françaises, quoi. Donc, alors, nous, au contraire, par exemple, le mouvement de la paix, on pense qu'il faut aujourd'hui discuter avec la Russie et avec tous les pays d'Europe. C'est-à-dire qu'en plein milieu de la guerre froide, vous savez peut-être, il y a des gens qui ont des cheveux grisonnants, là, les accords d'Helsinki, en plein milieu, alors on est en pleine guerre froide entre le système capitaliste et le système dit socialiste ou communiste, que vous voulez. Et en Helsinki, on a décidé que, indépendamment des différences de régime, on pouvait quand même collaborer d'un point de vue scientifique, d'un point de vue médical, d'un point de vue universitaire. Et c'est ça qu'on appelle la logique d'Helsinki. Nous, on pense qu'aujourd'hui, en Europe, il faut refaire ça. Le mur de Berlin est tombé. En gros, c'est des régimes qui sont tous dans le même système, hein, système libéral. Et ben, on doit quand même être bien capable quand même de se réunir, puisque tout le monde est à peu près d'accord sur le système, ensemble, pour voir comment on peut assurer la sécurité de l'Europe et sans ces armes nucléaires. Donc du coup, de la même manière, on est en train de travailler avec les 27 des militants pacifistes dans les 27 pays d'Europe pour déposer une initiative citoyenne européenne. Les citoyens ont le droit de le faire. Hein. On est en train de travailler avec ça pour proposer, mais il y en a déjà eu, hein, l'Union européenne a fait beaucoup de trucs pour éliminer les armes nucléaires. Et puis dire, il faut qu'on discute ensemble des conditions de la sécurité. En Europe, quels sont les pays qui ont l'arme nucléaire en dehors de la France? Il n'y a que la France et la Grande-Bretagne, bien sûr. Et par contre, vous avez la Belgique, vous avez... il y a la Belgique, je crois aussi l'Allemagne, et puis alors, la Turquie, c'est pas en Europe, ça n'est pas loin, qui sont dépositaires... la Belgique en tout cas, je me rappelle plus si c'est la Suisse, qui sont dépositaires d'armes nucléaires américaines. C'est-à-dire que les Américains, dans 3 pays européens, on a des pays qui n'ont pas d'armes nucléaires, mais sont dépositaires des armes nucléaires et qui peuvent être embarqués par des bombardiers du jour au lendemain. Alors, il y en a une partie qui était chez Erdogan. Je crois que les Américains, parce qu'il y a une base de l'OTAN, ils ont dû les déplacer. Je ne sais plus où ils les ont déplacés, parce que on voyait aussi les dangers de ça. Et un autre danger qu'on n'a pas évoqué, la cybersécurité, on en a parlé quand même, hein, c'est les nouveaux missiles hypersoniques. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, je parlais là de Kiles qui allait à Washington dire que Mitterrand n'était pas d'accord pour la guerre des étoiles. Aujourd'hui, je veux dire, les missiles, ils sont quasiment, une fois qu'ils sont partis, ils sont... Comment je veux dire, ils ne peuvent pas être interceptés. Interceptés, voilà, c'est le bon terme. Ils vont à la vitesse, peut-être, je ne sais pas de quoi, mais en tout cas, il est impossible. Une fois qu'il y en a un qui est parti, c'est plus possible de rattraper. Donc le danger, il est vraiment là, quoi. J'ai une question aussi. Les micro-bombes, est-ce que on en parle, on essaye de... Où est-ce que ça en est? Est-ce que c'est une réalité? Voilà. Oui, bien sûr. Oui, c'est là encore une autre tromperie sur, par exemple, de notre gouvernement. C'est qu'on dit qu'il n'y a plus d'essais nucléaires. C'est vrai qu'on les a gagnés, on a arrêté les essais nucléaires à Mureroy. Mais à côté de Bordeaux, au CESTAS de Bordeaux, on continue les essais nucléaires en laboratoire, c'est-à-dire des simulations d'essais nucléaires. Et on sait qu'aujourd'hui, qu'avec la puissance des algorithmes, on arrive à peu près à... Et une des objectifs,
supposé, je pense qu'on ne doit pas être loin, parce qu'il y a quand même des gens qui savent, c'est de miniaturiser la bombe atomique. Et là, si on arrive à ça, on passe encore à un stade complètement encore plus dangereux, parce qu'à partir du moment où on miniaturise la bombe, on rapproche le moment où l'utilisation peut sembler quand même possible, parce que si on ne tue pour en finir que 15 ou 20 millions de morts, c'est quand même pas grand-chose, hein, que si vraiment on lance une grosse bombe stratégique, ou si on détruit Bagdad, bon, c'est jamais que Bagdad, ou je sais pas, voilà. Non, mais voilà, il y a des livres là-dessus qui donnent, j'ai lu un compte rendu, par exemple, de la commission, alors je ne me rappelle plus le nom, d'un grand scientifique, un mathématicien français, qui faisait partie du comité de défense, comité où il discute avec les chefs d'état-major, etc. Et il raconte le genre de discussion qu'il y avait, par exemple, de la part de militaires, du style, on pourrait avoir des missiles sur des camions dans les routes qui sont indétectables, et on roule avec, et personne ne sait, donc l'ennemi ne sait pas, donc on va rouler sur les... Des choses comme celle-là. Quand on est parti dans une logique comme celle-là, hein, on a toujours beaucoup d'imagination, quoi. Mais la miniaturisation des armes nucléaires est un vrai problème. C'est ce qu'ils disent, les militaires, elle peut devenir, dans ce cas-là, une arme du champ de bataille. Je voudrais bien être ailleurs que dans le champ de bataille. Hein. Les travaux continuent aussi, c'est sur les neutrons, et sur la possibilité d'avoir des bombes qui détruisent rien physiquement, Oui, et voilà. qui tuent la vie. Et ça, alors ça a été vraiment le gros programme des années 90, ça a été plus ou moins abandonné, mais là, on sait que tout de suite, sur le laser mégajoule à Bordeaux, ils travaillent encore énormément là-dessus. C'est la bombe propre, entre guillemets. C'est-à-dire que je balance le truc et elle explose suffisamment d'altitude pour tuer toute forme de vie, mais que l'endroit puisse être économiquement et industriellement réutilisable très vite. Parce que le gros problème de la bombe historique, c'est qu'elle détruit tout, et que, évidemment, il est très compliqué et de reconstruire et d'y revivre à l'endroit, parce qu'il est fortement contaminé. Donc l'idée, c'est de tenter de trouver ce qu'ils disent être la bombe propre, c'est-à-dire que l'effet radioactif est très fort, il va tout tuer instantanément, mais on ne contamine pas, ou très peu, une zone très localisée, de manière à ce que ce soit utilisable. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on est dans la logique de comment on peut faire pour que ce soit utilisable. Donc la miniaturisation est l'effet neutron. C'est pourquoi on défilait il y a quelques années avec des pancartes « Merci, Monsieur le Président, avec la bombe à neutrons, d'avoir préservé mon pavillon », puisque ça détruisait les individus, mais pas les bâtiments. Moi, je suis tentée de poser une question par rapport, j'en ai encore une, sur le mouvement de la paix. Je suis inculte, et donc je ne savais pas que les mouvements religieux étaient inclus dans le mouvement de la paix. Alors, c'est pas tout à fait ça. Les courants religieux, qu'ils soient chrétiens, catholiques ou protestants, ont toujours leur place. Moi, quand j'ai adhéré au mouvement de la paix, un des secrétaires nationaux, c'était le pasteur Linière, qui était responsable de la radio protestante à Paris. Mais il y avait aussi, dans le secrétariat national, le père Biot, qui était chez les Dominicains, du côté de Lyon ou Grenoble, qui était secrétaire national du mouvement de la paix. Ça existe aussi dans pas mal de comités. C'est des individus qui adhèrent au mouvement de la paix et qui prennent des responsabilités dans ce mouvement. Ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est un collectif. Donc le collectif des Marches pour la paix, ça, c'est ce qu'on a créé en 2015. Stop la guerre, stop la violence, etc. On se réunit 4-5 fois par an. On a mis en place une petite coordination et on met en place, par exemple, tous les ans, les marches pour la paix. Cette année, ce sera le 25 septembre, dans le maximum de collectivités, sur un appel commun. Mais chacun garde, et nous d'ailleurs, on souhaite qu'ils gardent leur autonomie, que les chrétiens parlent ou les catholiques parlent aux catholiques comme ils veulent, la CGT qui trouve les mots pour parler à leurs syndiqués comme ils veulent, et tel et tel parti politique s'exprime en respectant la décision, qui n'empêche pas des divergences, puisque comme je le disais, le livre blanc, on avait quand même, c'était ça, donc on a une quarantaine de voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu, c'est un collectif, donc chaque organisation, elle existe par elle-même, mais on a un endroit où on est d'accord, on fait ensemble, et là on est en train d'organiser par exemple
un séminaire qu'on veut faire au Conseil économique, social et environnemental, parce que ça nous semble le bon endroit, sur qu'est-ce qu'une économie pour la paix. Parce que Yannick parlait tout à l'heure de tout de suite travailler sur la reconversion. Bon, il y a le terme de reconversion, il y a le terme de diversification. On travaille avec les travailleurs de l'armement, aussi bien, moi je suis en Bretagne, j'ai travaillé régulièrement avec des syndicalistes de Brest et aujourd'hui avec d'autres syndicalistes à Saint-Nazaire, parce que la construction d'un nouveau porte-avions pose aussi des problèmes sur le devenir de Saint-Nazaire. Donc, il y a d'autres. On est d'accord avec, en gros, avec les organisations syndicales qui disent nous, on peut faire demain autre chose. D'autant qu'il y a des qualifications extrêmement importantes là-dedans. Mais je diversifie. Je veux dire, chaque organisation garde sa personnalité et c'est très bien ainsi. Mais je voulais insister quand même que on a parlé de transition. On était quand même dans la transition. Et tu parlais de démocratie. Je pense que c'est la même chose un peu que l'on veut au niveau du livre qu'on a fait sur... C'est-à-dire, il y a les réformes, diminution des dépenses d'armement, etc. Et puis, il y a aussi des réformes structurelles. Aujourd'hui, où on parle de la paix dans un pays comme la France, il n'y a pas de ministère de la paix, il n'y a pas une structure qui concerne la paix. Vous parlez au ministre de la Défense. Donc, nous, on pense que la paix, c'est quelque chose de positif, ce n'est pas simplement l'absence de guerre. Les Jeux Olympiques, aujourd'hui, ça participe quelque part le sport, etc. Donc, il faut un lieu. Alors, on propose plusieurs choses. D'abord, qu'on mette en place une structure d'observation des conflits, avec des scientifiques, des militaires, dans le monde. Où sont les zones de conflit? Je ne retrouve plus tout à fait, mais je vais me rappeler comme de mémoire. On propose une commission interministérielle pour la paix, c'est-à-dire qu'on peut retrouver autour de la table le ministère de la Jeunesse, le ministère de la Condition de la Femme, le ministère du Travail, le ministère bien sûr des Affaires étrangères, mais aussi de la culture, c'est-à-dire tout ce qui va favoriser les échanges entre les peuples, le respect de la diversité culturelle. Tout ça doit se retrouver autour d'une table pour, à côté du gouvernement ou des différents ministres. Cette idée nous est venue par les scientifiques. En termes de vulgarisation scientifique, il existe une commission interministérielle pour la valorisation. C'est le ministère de l'Éducation nationale, le CNRS, l'INSERM, tout ça. Tout le monde est autour de la table et comment on peut développer. Voilà. Autrement, on demande aussi un institut de recherche et de la citoyenneté. Comme il existe des maisons de l'environnement, je ne sais pas si on en existe ici, nous à Rennes, on a une maison de l'environnement, il y en a une vingtaine, je pense, une vingtaine, peut-être pas une vingtaine, mais dans les régions, qui soit la maison de la citoyenneté et de la culture de la paix, et un ministère de la paix. Voilà, donc des structures nouvelles où il faut créer des moyens pour ça. Si tu veux la paix, prépare la paix. Voilà, en gros. Pour en revenir à ta question, dans les années 80, 70 même, quand on se rappelait qu'est-ce qui poussait le pacifisme, c'était en gros, tu vas chez les cathos ou les cocos. Je veux dire, c'est la réalité, je veux dire, c'était ça. Alors moi j'ai appris à parler dans un micro dans une église et je suis arrivé dans un atelier où il y avait la cellule Benoît Frachon avec sur 110 bonhommes, il y en avait 105 qui étaient au Parti communiste, à la CGT, donc c'était bien comme école parce que ça m'a permis de croiser tout cela. Donc c'était une école fantastique, je veux dire. Donc c'est clair, il y avait d'un côté la JOC, etc., les mouvements catholiques, puis de l'autre on avait l'école élémentaire du Parti communiste, etc. Et avec c'est cela qui a été la naissance du mouvement pacifiste en France, il faut reconnaître. Et après avec des hauts et des bas, parce qu'après on se rappelle quand il y a des événements géostratégiques qui se produisent, et on se rappelle justement les essais qui reprennent en 95, où on a devant la manifestation plus le Parti communiste à la CGT qui crie non au Pershing, et nous on est derrière pour dire au SS-20, parce qu'évidemment à l'époque il y avait toute la discussion sur le déploiement des Pershing par les Américains, mais en même temps il y avait de l'autre côté les SS-20. Donc voilà, ça fait partie de notre histoire commune, mais
voilà, après, le mouvement pour la paix, de fait, a été avant tout un mouvement qui a été poussé par le Parti communiste et la CGT, qui a été un vrai soutien, et tant mieux, c'est très bien. Et maintenant, Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que par exemple, Dis-moi. sur l'exemple que tu viens de donner, le mouvement de la paix a fait un meeting de 100 000 personnes à la porte de Versailles au moment des Euromissiles, Ouais. sur le thème unique, ni Pershing, ni SS-20. Et par exemple, sur la question de l'Afghanistan, dès le départ, s'est exprimé contre l'invasion de l'Afghanistan Absolument. par l'Union soviétique. Absolument. Et que donc la Marshall diversité, disait pas la même chose, diversité donc c'est qui a vrai. existé dans le mouvement de la paix, en particulier la présence de forces différentes, permet des discussions, voilà, comme aujourd'hui, il y a des discussions chez nous sur celles qu'on a aujourd'hui. Sur, il y a des copains qui sont complètement... D'ailleurs, si je suis là un peu ce soir, c'est parce que ces copains qui participent quelque part à votre marche, des militants du mouvement de la paix, on dit mais il faut absolument que vous participiez à cette marche, même si on n'en était pas les organisateurs. Donc voilà, il y a des liens. Par exemple, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, quand on a voulu aller devant l'Assemblée nationale, il y a eu, il faut le dire clairement, il y a eu que 2 partis politiques qui ont soutenu notre démarche. Et le Parti communiste, et en particulier le député, c'est pas loin d'ici, c'est Le Havre, le Coq qui est venu, et qui est anti-nucléaire d'ailleurs. et qui a pris la parole à l'Assemblée nationale pour interviewer Le Drian et les Verts. Voilà. Donc la France Insoumise, ils sont membres du collectif de Marche pour la paix. Mais la vérité, c'est qu'ils n'étaient pas avec nous devant l'Assemblée nationale. Mais bon, la prochaine fois, ils seront sûrement avec nous. Ils étaient avec nous à l'île Longue en octobre 2018. Bon voilà. Mais autrement, au-delà de ça... Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup donc, à Yannick Rousselet et Roland Nivet. Oui, on a décidé qu'on allait se revoir. On va se revoir. On va parler de tout ça. Merci.